Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, 7 semaines de hausse consécutive pour les indices actions et notamment pour les indices actions en Europe. Et maintenant, c'est la question qu'on va se poser évidemment, mais il faut noter quand même ce rallye d'automne qui a permis au CAC 40 de reprendre 1000 points quasiment en ligne droite. On était tombé à moins de 5700 points, 5600 points et quelques fin septembre, le 29 septembre dernier, avec un pessimisme ambiant à l'époque qui était sans doute exagéré. Évidemment, la suite nous a appris que oui, le pessimisme du mois de septembre était sans doute un peu exagéré. Nous sommes retrouvés à 6600 points et plus sur le CAC 40 qui a ainsi retrouvé ses niveaux de mi-août, qui était le dernier sommet du CAC 40 au cours de cette année 2022. Que peut-il se passer désormais ? C'est la question qu'on va se poser et qu'on posera notamment à Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, qui sera avec nous en plateau pour le plan de trading de Smart Bourse, comme chaque lundi à 12h30. Est-ce que l'idée d'une consolidation paraît légitime à ce stade, après ces niveaux retrouvés sur les indices actions en Europe ? Qu'est-ce qui pourrait amener cette consolidation ? On surveille notamment toujours la situation sanitaire en Chine, alors que le congrès est passé, le congrès du Parti communiste chinois est derrière nous. Le Covid, lui, reste pour l'instant encore une réalité en Chine, avec des mesures de confinement strictes qui ont été réimposées dans certaines localités. Les officiels chinois qui ont communiqué d'ailleurs sur de nouveaux décès, quelques décès, on parle de 2-3 décès officiellement reportés par les autorités chinoises liés au Covid. Bien sûr, une situation sanitaire donc qui continue de soulever des interrogations sur la capacité de reprise et de relance de l'économie chinoise dans la perspective bien sûr du scénario 2023 qui anime désormais les investisseurs. Et puis pour la partie américaine, c'est Thomas Koster qui sera avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US de Pictet Wealth Management, pour revenir sur les enjeux de la semaine américaine, une semaine qui sera écourtée avec Thanksgiving. Les marchés américains seront fermés jeudi et il n'y aura qu'une demi-séance sur les marchés US vendredi. Ce sera le jour de Black Friday et l'occasion donc de faire un état des lieux du consommateur américain après des chiffres de vente au détail publiés vendredi dernier pour le mois d'octobre qui ont montré une belle résilience des dépenses de consommation avec une progression de plus de 1% d'un mois sur l'autre. Mais d'abord, le plan de trading de Smart Bourse avec un enjeu important. Que peut-il se passer désormais après 7 semaines de reprise consécutive pour les indices actions et notamment les indices actions en Europe qui ont surperformé sur cette séquence, la partie américaine. Alexandre Baradez est avec nous en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour. Chef analyste chez IG. Effectivement, profitons déjà quand même de cette 7 semaines de rebond pour faire un état des lieux, analyser un petit peu la situation. Oui. C'est un rebond d'automne quand même qu'on n'espérait pas peut-être aussi intense et vigoureux. Il a été vigoureux et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça touche effectivement des valeurs plutôt value, cycliques. Les valeurs de croissance qu'on voit dans le Nasdaq sont plus basses par rapport au niveau ancien touché, alors que des indices on va dire plus traditionnels, le DAX typiquement, Dow Jones aussi, ont connu un beau rallye. Et c'est un rallye qui s'est fait aussi avec un rebond des marchés actions, presque le même timing, parce qu'on a senti effectivement qu'il y a eu l'avant-congrès et l'après-congrès, avec différents propos, différentes rumeurs parfois, mais une volonté en tout cas de laisser le politique un peu de côté, d'aller un peu plus sur la thématique économique. Et ça a bien plu aux indices européens et aux indices américains aussi, et qui avaient joué un petit peu en amont l'idée qu'on commençait à aller sur le pic inflation, en tout cas aux États-Unis, ce qui a été confirmé donc très probablement sur les dernières publications. Ça a été aussi accompagné par certains discours de banquiers centraux, certes des colombes, mais qui avaient aidé comme le rallye à se faire, en expliquant qu'il ne fallait pas durcir de manière excessive la politique monétaire. Et ça a donné ce qu'on a eu là, plus l'énergie qui a pas mal baissé, le pétrole et autres, avant les mouvements de la fin de semaine dernière déjà. On avait déjà des mouvements pas mal de détente. Donc ça nous a amené effectivement sur un rebond qui, selon moi, s'est fait quand même sur une bonne partie d'intégration de la question du pic inflation.
Et désormais, vu que l'on parle d'indices notamment assez sensibles à la question de la macro mondiale, je pense que ce à quoi on va assister dans les semaines qui viennent, c'est un peu de vent contraire de cette réalité macro, justement. On a vu des indices américains, par exemple, la semaine dernière, des indices d'activité continuent à ralentir. Philly Fed Index, par exemple, qui baisse toujours. On sait que les PMI au niveau mondial sont contractés, le PMI composite, c'est contracté. Donc, il me semble que la fonction d'anticipation de marché a été bien jouée par les investisseurs et désormais, la réalité macro devrait s'imposer un peu plus au marché, mais sans pour autant qu'ils se disent mince, le pic d'inflation n'est pas encore atteint ou autre. C'est plutôt une thématique. Ça mérite un petit réajustement, mais pas une remise en cause complète de ces 7 semaines de rallye et du sens qu'on donne à ce rallye. Oui, je ne crois pas à une rechute. On disait déjà ensemble il y a quelques temps. Je pense que le bottom a été fait, le creux a été fait sur le CAC, sur le DAX, sur les gros indices européens, ça a été réalisé. Désormais, c'est le verre à moitié vide qui va être la macro, que le marché va devoir digérer, et le verre à moitié plein dont on a vu les effets, le verre à moitié plein, c'est les anticipations sur l'inflation qui va se tasser, et puis les chiffres qu'on a eu ce matin sur l'Allemagne vont aller dans ce sens-là, parce que les prix à la production qui chutent aussi fortement d'un mois à l'autre, il y a un rythme annuel, on est presque sur du 10% de ralentissement, rythme annuel aussi, ce qui est assez on passe de 40 plus à 35 en rythme annuel, c'est ça. Et c'est une baisse de plus de 4% sur un mois pour les prix à la production en Allemagne, alors qu'ils sont toujours en amont, effectivement, qui sont des prix à la production en l'occurrence, mais qui se traduiront à un moment dans les prix à la consommation, c'est ce qu'on comprend. Forcément, c'est comme ce qu'on voit sur la Chine, avec déjà cet tassement des prix à la production qui ensuite est passé négatif il y a quelques semaines. C'est en amont, donc forcément en aval, ça va se traduire à un moment donné, et ça va aussi ressortir, important dans les chiffres d'inflation en Europe, parce qu'on sait que la sensibilité à l'énergie en Europe est énorme, et là ce qu'on voit dans ces chiffres-là allemands, c'est que c'est justement le prix du gaz et du pétrole ajusté à la baisse qui influence à la baisse. Donc pour l'inflation européenne, c'est certain que ça aura un impact très probablement dans les prochaines publications. Regardons alors, comme vous le disiez Alexandre, les indices traditionnels, le DAX en Europe, avec une lecture hebdomadaire que vous nous proposez sous forme de graphique. Alexandre, quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce graphique? Alors c'est vrai qu'à vue d'œil, il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai voulu dégrossir. Il y a d'abord le canal violet qu'on voit, donc ça c'est le train de tendance selon moi qu'on va garder. C'est-à-dire que on est sorti par le bas de manière un peu excessive, on a réintégré ce canal de manière très très dynamique, et là on est même un peu au-dessus de la moitié de la hauteur de ce canal. Donc c'est un peu haut à court terme. L'idée donc non pas de retomber sur le bas du canal qui semblerait complètement excessif vu les améliorations que nous avons, mais on voit qu'on arrive aussi à une confluence d'éléments un peu techniques. Il y a des retracements techniques, 23,6% par exemple. C'est un niveau, voilà, le marché tape dessus. Il y a une ancienne oblique qui part par les creux de 2011 et 2015, 2016. On tape ce niveau-là. Il y a un peu de densité à cet endroit-là, et surtout on se rapproche un peu, si on regarde très proche de nous, les récents sommets en fait de 2022, les sommets intermédiaires avant la grosse rechute, on se rapproche un peu de ces points hauts intermédiaires. Donc il y a un petit hub technique un peu concentré. Ce qu'on a décrit dans la précédente sur le fait que la macro puisse jouer un peu des vents contraires, je pense que ça devrait demander le DAX à retomber un peu sur l'oblique jaune qui est juste en dessous, là, qui passe vers les 14 000, 13 900 points. Voilà, je pense qu'on peut retoucher un peu ces niveaux-là, même repasser un peu sous les 14 000, mais vraiment sous forme d'un peu de distribution, de consolidation. Voilà. Il me semble qu'une grosse partie du rallye de fin d'année a déjà été vue en fait. Et je ne vois pas le truc repartir aussi vite que ça. Donc il me semble que distribuer un peu, mais il faut faire attention quand même dans ce qu'on dit, parce que je pense qu'il y a aussi des asset managers qui avaient du cash, qui ont toujours, qui ne sont peut-être pas rentrés dans la première phase accélérante et qui se disent je ne vais pas rater la deuxième. Et donc c'est ça qui fait que ça peut limiter du coup un peu les respirations qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça que je suis assez prudent sur les phases retraçantes. Je pense que il y a peut-être une forme de positionnement encore un peu excessivement prudent chez des grands investisseurs ou des investisseurs longs d'une certaine manière, qui seraient peut-être tentés de prendre le train en marche. Voilà. Et donc soit ils ont des creux sous 14 000 et là ils vont commencer à rentrer, soit ça ne fait que distribuer très très latéralement sur les niveaux actuels, et dès que ça va commencer à accélérer, il se peut qu'ils se repositionnent. Donc moi pour l'instant une nouvelle accélération, je vous dis par rapport à l'aspect macro, je pense qu'il ne faut pas le minorer non plus, l'aspect macro, il y a une partie quand même du ralentissement qui est devant nous, donc ça va quand même un peu influencer les indices, mais voilà, un petit retracement sur les 14 000 me paraît plutôt sain après le gros rallye. Non, mais l'idée qu'effectivement, à un peu plus d'un mois de la fin de cette année, on a peut-être, probablement en tout cas, vu les gros points bas de ce bear market. Oui, ça je pense clairement, et puis même le rebond de l'euro-dollar. On disait que les deux allaient rebondir de concert. Un rebond de l'euro serait risk-on pour la partie européenne, c'est bien ce qu'on a vu, et l'euro, on en reparlera tout à l'heure, qui est monté assez haut aussi. Si on zoome sur le DAX avec alors une lecture horaire que vous nous proposez, voilà, donc là on est vraiment dans une logique un peu plus court-termiste, mais on retrouve la fameuse oblique, qu'est-ce qu'on retient l'oblique qui bloquait
voilà, on voit bien, c'est très propre, ça s'arrête dessus à 2 reprises. Moi, je pense que si le DAX commence à accélérer à 14 500, 14 600 au-dessus de l'oblique, je méfierais un peu des bull traps, c'est-à-dire d'un marché qui partirait pas tout de suite pour un vrai momentum. Donc, je resterai prudent sur les phases accélérantes à court terme, même si je pense que le creux long terme a été fait. Mais voilà, je trouverais plutôt simple, plutôt légitime d'aller chercher l'ancien sommet, on en parlait tout à l'heure, août, retomber vers 13 009 me paraîtrait le scénario à privilégier dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut dire c'est le Dow Jones qui est l'autre indice, alors traditionnel qu'on redécouvre d'une certaine manière. Enfin, les boursiers connaissent le Dow Jones forcément, mais c'est vrai que les investisseurs professionnels ont oublié le Dow Jones depuis longtemps. Ils sont focalisés sur le Nasdaq, le S&P 500 qui sont des indices un peu plus larges, on va dire pour la partie américaine, mais c'est quand même le Dow Jones qui est le grand gagnant de cette séquence de rallye. On sait très bien qu'il n'est pas pondéré de la même manière, on sait tout ça, et pour autant il est toujours perçu comme un indice très proche du DAX en fait, dans sa composition, des valeurs tradies, il y a de l'aéronautique, il y a de l'industrie, il y a un peu de tech aussi, mais c'est beaucoup plus dilué que dans la partie de Nasdaq évidemment, et donc il y a eu ce même rallye très très dynamique, très vertical, et alors là on retrouve cet oblique sommet de 2018, sommet de 2020 qu'on relie, on voit des points de contact réguliers ensuite, on est revenu très vite au-dessus de ce niveau-là. Et je pense qu'il faut le digérer. Il faut le digérer parce que, encore une fois, tout ce qu'on a décrit dans la partie précédente, ça s'applique aussi au Dow Jones. Et puis on voit là depuis 48 heures, jeudi, vendredi, des speakers de la Fed, dont une qui est colombe, qui s'appelle Suzanne Collins. C'est pas la plus populaire, c'est pas forcément celle que les marchés écoutent le plus, mais qui est une colombe, une vraie colombe. Hein. Et elle dit 75 points de base pour décembre, on l'a pas enlevé de la table. Alors évidemment, on n'y croit pas beaucoup, mais elle le dit. Et elle le dit au moment où d'autres, en Europe aussi, comme Lagarde, qui est là aussi plutôt centriste dans sa position, a eu des propos assez durs vendredi, là, indiquant que même une récession... Les hausses de taux, la récession ne suffira pas à ramener l'inflation à 2%, la politique monétaire doit continuer d'agir. Et si on ramène ça côté US, ça veut dire que les conditions financières ont été un peu assouplies après les chiffres d'inflation, et on a bien senti que ça mettait un peu mal à l'aise certains membres de la Fed, justement parce que ces rallyes, ça veut dire assouplissement des conditions financières, la vol est moins forte, la vol obligataire aussi est moins forte. Donc, cette volatilité qui décroît, je pense que la Fed ne veut pas l'avoir tout de suite. Elle aime bien ça parce qu'effectivement, ça évite aux marchés de paniquer, c'est faux pas, mais ça passe très vite d'un extrême à l'autre en fait. Et ça, c'est un peu trop rapide selon moi pour c'est intéressant. Ce serait le risque de voir le rallye se poursuivre depuis les niveaux qui ont déjà été atteints. Ce serait un risque d'avoir une politique monétaire qui resterait plus dure que ce qu'on espère ou que ce qu'on imagine à compter d'ailleurs de la réunion du mois de décembre de la Fed. L'idée, je pense, dans la Fed, c'est de taper fort très vite pour avoir ensuite une inflexion d'inflation qui soit assez dynamique et donc que les marchés suivent un peu ça quand même dans le rythme. Si tout de suite vous avez un ton qui redevient trop souple pour les marchés, trop dangereux. Et d'ailleurs, on voit, regardez le taux 10 ans américain très rapidement, il était à 4,60, le tôt 2 ans, pardon, avant le chiffre d'inflation américain, il est tombé à 4,30. Là, au moment où on se parle, on est à 4,53. Ça a quasiment effacé 3 quarts de la détente des taux. Donc, il serait légitime que les indices, ils ont déjà bien consolidé depuis une semaine, c'est très latéral depuis une semaine, mais je pense qu'il y a un peu de chemin pour que ça se latéralise encore un petit peu. Et donc, j'aurais bien le dos évoluer entre l'oblique rouge qui est là, et il y a un Fibo 23,6 où on avait un petit peu hésité. Je pense qu'il y a un terrain de jeu en gros entre 32 500 et les niveaux actuels pour qu'on les revisite un peu, qu'on latéralise un peu là-dedans. Mais pas beaucoup plus que ça. Voilà, une petite latéralisation pendant quelques jours, quelques semaines. Bon, on peut regarder la vision un peu plus court terme encore du Dow Jones. On voit ici une oblique, un court terme, là, mai-juin, et le fameux Fibo 23,6. Voilà, cet espace entre les deux obliques rouges, je pense qu'il peut être revisité. On l'a déjà revisité il y a quelques jours, ça n'avait pas bien pris. Mais moi, je méfie des rallyes trop rapides. Donc, je craindrais le bull trap. En revanche, un passage là-dessous correspondrait bien à la narrative, à ce qu'on entend des banquiers centraux. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils commencent à reparler un peu plus dur au moment où le VIX, il faut regarder l'évolution, c'est des creux de plus en plus haut comme ça depuis plusieurs trimestres. Et bien, c'est au moment où on tape un peu cette oblique qui passe par les creux que le discours des banquiers centraux redevient un peu plus... On voit que les taux se redressent à ce moment-là, on voit que le dollar reprend quelques couleurs, donc il y aurait un peu de légitimité à voir les marchés actions souffler un peu plus fortement. Oui, et puis on en parlera avec Thomas Kosterg dans un instant, mais on a encore des indicateurs. Alors, il y a du pessimisme dans les enquêtes, vous l'avez dit, les enquêtes américaines, les enquêtes PMI, il y a du pessimisme, d'ailleurs parfois très important dans les enquêtes de climat, des affaires en général. En revanche, dans les chiffres durs qui sont publiés, qui sont un peu backward-looking, on a des révisions à la hausse, on a vu des ventes au détail qui tiennent bien, des chiffres de l'emploi, alors même si on peut noter peut-être un début de refroidissement, on voit quand même un marché du travail américain qui tourne toujours à plein régime, et des perspectives de croissance pour le 4e trimestre. On a des indicateurs instantanés qui montrent qu'on est parti encore pour un trimestre de croissance après un 3e trimestre qui a été un 3e trimestre de rebond déjà pour l'économie américaine. Et donc on arrive pour l'instant à ce scénario du soft landing.
landing, hein, c'est-à-dire que ça tient. Et c'est un truc, moi, je pense, on en a parlé ensemble plusieurs reprises, je pense qu'on le verra. Il est tout à fait possible que la Fed parvienne à faire atterrir l'économie. Alors, ça peut être un peu chahuté quand même, mais qu'on évite le bain de sang de la crise suprême ou les tensions excessives ou autres. Et c'est pour ça que je suis très prudent sur la phase de retracement, parce qu'effectivement, je pense que pour l'instant, c'est très bien piloté. Alors après, la Fed on a du mal à y croire, parce que l'histoire nous apprend que le soft landing est plus une chimère qu'autre chose, d'une certaine manière. Mais si on pose au crash des subprimes, entre les deux, il peut avoir intérêt, effectivement. Moi, je pense que c'est ce terrain-là qu'on aura. C'est pas effectivement un truc tout rose non plus. Mais la Fed Atlanta, effectivement, bon, là, les prévisions à 4,4, c'était les dernières, un peu à 4,2. Je pense quand même que ça va repartir un peu à la baisse. L'activité, il montre quand même que le ralentissement est en cours. Mais sur l'immobilier, par exemple, avec des taux à 7 et quelques, il y a la latence aussi là-dedans. Mais on retrouve en fait là, on est même passé un petit peu sous la ligne de tendance, par exemple, des mises en chantier ou des permis de construire. On est passé un petit peu sous la tendance des 5-6 dernières années. Mais c'est pas un décrochage non plus. C'est-à-dire que la Fed veut que ça passe en dessous. Elle voudra pas qu'il y ait des écarts types délirants à la baisse non plus. Donc c'est là qu'on sent que et on est déjà rentré à cette phase-là, hein, où on voit qu'en haut de la Fed, octobre des phrases un peu plus souples, là novembre des phrases un peu plus dures. Ça alterne comme ça, et je pense qu'on aura encore ça dans les semaines à venir. Donc c'est du pilotage. Une forme de fine-tuning, oui, c'est ça, le réglage fin, final de la politique monétaire américaine entre l'utilisation de l'arme verbale, d'une certaine manière, et puis la politique de taux qui va continuer à se durcir encore un peu, mais peut-être pas de manière aussi excessive que ce qu'on pouvait craindre il y a encore quelques mois. Les 7%, personne n'y croit, et les 5%, ça ressemble vraiment à un plafond. Hein. Quand on voit déjà le 4e mois de repli des prix, enfin de tassement d'inflation, surtout avec une belle marge comme ça, et puis d'autres indicateurs, le pétrole qui baisse encore ou autre, on n'imagine pas que l'inflation puisse repartir d'un coup comme ça. Donc à mon avis, oui, le 7% c'est une lubie, 5% ça paraît plus normal comme zone. Un mot pour finir de l'euro-dollar, et même du dollar en particulier, qui a été avec la remontée des taux, le krach obligataire, une des grandes tendances de 2022. Est-ce que là aussi, la tendance à la hausse du dollar est en train de s'épuiser? Est-ce qu'on est proche d'un mouvement de retournement peut-être même du dollar? On a déjà eu la première phase du retournement qui est celle-ci. Dans la semaine, on en parlait, on était vers la parité, on disait voilà, sur des chiffres d'inflation un peu meilleurs ou autres, on risque d'aller taper cette zone à 1,04, 1,05, c'est un pullback en fait. Le pullback, on l'a eu plus vite que ce que je pensais même, hein, donc je n'étais pas aussi optimiste que ça, et on l'a eu aussi vite. Donc tant mieux, c'est parfait, le premier bout de chemin a été réalisé, mais je pense que la question après, c'est la question de combien de temps on reste en taux élevé en fait. Et ça, on n'imagine pas une seconde maintenant. Déjà, les taux sont pas arrivés au taux neutre encore. Et puis après, on va y rester quelques temps. Ce n'est pas un scénario pour que l'euro remonte à 1,10 ou 1,15 tout de suite. Ça, c'est plutôt le scénario pour que le 0,95 soit une zone forte, comme le dollar index qui a touché un pic, et qu'on oscille après dans une zone entre 0,95 et 1,05 par exemple. Je ne suis pas sûr qu'on retombe aussi bas que la parité à 0,95, mais il me semble qu'un espace entre la parité et cette zone de résistance, qui est une vraie zone, vous voyez, c'est les anciens supports 2014-2015, je pense que ce qui correspondrait bien à la consolidation des indices sera un euro-dollar qui évoluerait aussi là-dedans, qu'un dollar qui prendrait quelques couleurs, ce qu'on voit déjà depuis quelques jours, et des taux US qu'on voit aussi qui remontent un petit peu. Donc voilà, un peu de consolidation entre la parité et 1,05 pendant quelques temps, mais je serais plutôt quand même à attendre le prochain signal à 1,05 pour ensuite viser l'oblique, vous voyez, au-delà de 1,10, mais en acceptant l'idée que là, on puisse à nouveau latéraliser quelques temps d'abord. Bon, phase de digestion peut-être nécessaire, effectivement, vous l'avez dit, pour les indices et pour les grandes classes d'actifs qu'on suit avec vous chaque semaine. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradès, chef analyste chez IG avec nous pour le plan de trading de Smart Bourse. Oui, parlons à présent spécifiquement pour commencer du consommateur américain. On a eu les ventes au détail vendredi et puis c'est la semaine de consommation avant les fêtes de fin d'année aux États-Unis puisque Thanksgiving égale Black Friday. C'est la séquence de cette semaine avec d'ailleurs une semaine qui sera écourtée sur le plan des marchés aux États-Unis. Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de voir le consommateur américain à travers les ventes au détail, hein, on a vu une progression de plus de 1% d'un mois sur l'autre pour les ventes au détail du mois d'octobre publié vendredi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de retrouver un consommateur américain dans cet état de forme avant les fêtes de fin d'année? Alors le consommateur américain va bien, mais il y a beaucoup de mais. Hein. Alors premier point, c'est que les chiffres des ventes au détail au mois d'octobre, donc grosso modo on est en glissement annuel, en nominal, autour de 8%. Hein. Donc c'est un chiffre qui est très fort. Mais néanmoins, c'est lié à plusieurs conditions techniques. Premier point, il y a cette grande plateforme de vente en ligne qui a rajouté des jours de promotion, un deuxième jour de promotion. Donc ça a quand même drainé des achats en ligne. D'ailleurs, la vraie question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibalisation des ventes de Noël avec des achats potentiellement prématurés dès le mois d'octobre?
Et le deuxième point, c'est qu'on a eu aussi en Californie, par exemple, ils ont envoyé des chèques aux ménages, des fameux chèques pour lutter contre l'inflation, et il y a eu donc un stimulus de demande. Donc il faut faire attention à ce consommateur américain. On a encore beaucoup de messages contradictoires concernant ce consommateur. Il y a aussi une différence entre une vision spot et une vision, si on regarde un peu plus dans le futur. La vision spot est globalement bonne. On voit que le bilan, la santé financière des consommateurs est bonne. Mais si on regarde maintenant dans le futur, on voit qu'il y a quand même une dégradation sous-jacente de sa santé financière. On voit notamment la charge d'intérêt du consommateur américain est en train depuis quelques mois de monter en flèche parce qu'il se réendette très fortement. Et donc on a potentiellement une consommation qui est à la merci des resserrements monétaires et aussi des banques. Et donc ça va être le vrai point clé. On peut se dire potentiellement qu'on va sur quand même un ralentissement de la consommation américaine dans les prochains mois. Vous dites le bilan du consommateur reste sain, néanmoins il a consommé tout ou partie de l'épargne Covid, les fameux chèques qui avaient été envoyés aux ménages américains. Je voyais que le taux d'épargne commençait à refluer assez nettement également. Thomas, ce sont des indicateurs effectivement qu'il faut regarder pour la suite, j'imagine ? Tout à fait. Donc, version statique, c'est si on regarde juste la dette du consommateur américain par rapport au PIB, on est sur des niveaux donc très bas. Mais en effet, si on regarde une vision dynamique des choses, on voit que depuis peu, la charge de l'intérêt, la charge des intérêts du consommateur se met à monter en flèche. On voit qu'il y a eu en fait un endettement très, très soudain. Et en effet, si on regarde le taux d'épargne en rythme mensuel, il s'est beaucoup affaibli. Donc, ce qui veut dire que le consommateur américain se met à désépargner fortement, voire même à emprunter pour consommer. Et c'est là où on voit donc un signal potentiellement orange, voire rouge sur la consommation américaine. Mais pour l'instant, le vrai point de faiblesse de l'économie américaine, c'est pas le consommateur, c'est plutôt en effet le marché immobilier à cause de la grande hausse des taux d'intérêt, notamment dans le marché hypothécaire. Il y a des fragilités qui se construisent effectivement dans cette phase pour l'économie américaine et pour le consommateur américain. Que dire de la partie emploi, Thomas, et même une question autour des licenciements dans la tech, auxquels on assiste quasiment jour après jour. C'est vrai que c'est spectaculaire, c'est vrai que les chiffres de licenciements sont annoncés. J'ai vu qu'on compilait peut-être 120 000 licenciements déjà dans la sphère technologique aux États-Unis depuis le début de l'année. Je rappelle que quand même, chaque mois, l'économie américaine crée encore en octobre plus de 200 000 emplois en net. Alors 120 000, c'est beaucoup, mais c'est pas toute l'économie américaine. Néanmoins, c'est quand même assez nouveau, j'allais dire, dans le paysage du marché du travail américain. On n'a jamais vu cette partie-là de l'activité américaine licencier aussi massivement. Est-ce que c'est grave ? Quel type de conséquences est-ce qu'on peut attendre de ce point de vue-là, macroéconomiquement parlant, Thomas ? Alors, dans les chiffres économiques, on voit une certaine dichotomie, une certaine divergence entre les grandes entreprises et les petites entreprises. D'ailleurs, les postes à pourvoir, la fameuse série JOLTS, Job Openings, est plutôt tirée par les petites entreprises. Donc, il y a cette dichotomie, cette divergence entre les grandes entreprises qui ont l'air d'être de plus en plus prudentes. On le voit notamment dans les indicateurs de confiance des CEO. Il y a quand même les CEO sont donc les directeurs généraux des entreprises sont beaucoup plus prudents, voire même commencent à être pessimistes sur l'année 2023. Donc il faut se poser la question si en effet l'embauche ne va pas aussi ralentir en 2023. Et vous avez les petites entreprises qui restent encore assez prospères et assez... alors même si on ne le voit pas dans les indicateurs de confiance des petites entreprises, mais en tout cas on le voit dans les chiffres d'emploi. Donc c'est là la vraie question. Est-ce qu'il n'y aura pas un effet de ruissellement des grandes entreprises vers les petites entreprises ? Il est quand même fort à penser que le marché du travail va continuer à se normaliser dans les prochains mois, du fait même que la consommation elle-même devrait commencer à se tasser, du fait même que les entreprises vont mettre, à mon avis, au ralenti leur plan d'investissement. Donc voilà, le marché de l'emploi est un indicateur retardé du cycle économique et finira par aussi se tasser dans le sillage des autres indicateurs américains. Et la partie technologique dans ce marché du travail américain, elle est à prendre en compte, c'est important. Encore une fois, 120 000 emplois, au regard de ce que peut créer encore l'économie américaine aujourd'hui, ça paraît pas si énorme que ça, d'une certaine manière, Thomas. Mais on imagine que ce sont quand même des emplois très qualifiés, avec des bons salaires, avec un pouvoir d'achat conséquent, d'une certaine manière. Est-ce que ça peut avoir un impact plus lourd que ce qu'on imagine ? Alors, à titre juste, si on regarde la taille de ces licenciements versus le marché de l'emploi, la réponse est non.
Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un signal plus global à lire? La réponse est potentiellement oui. Il y a quand même la prudence des CEO et du secteur de la technologie et commence à être reflétée dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, en fait, il pourrait y avoir donc même un arrêt des embauches dans d'autres secteurs. Donc, la réponse est oui et non. Mais donc, voilà, il y a quand même un indicateur. C'est quand même un indicateur avancé du cycle, y compris du cycle des embauches dans les autres secteurs. Comment se présente le prochain meeting de la Fed, donc 13 et 14 décembre, sachant qu'on aura les minutes, le compte-rendu du dernier meeting de début novembre qui seront publiés ce mercredi soir. Thomas, avec beaucoup de prises de parole encore de banquiers centraux, là on est dans une période d'expression importante. Quelle va être la nature de la conversation, des débats qui animeront le prochain meeting? Oui, donc je pense qu'on est passé d'un débat où est-ce que l'inflation a fait un pic, je pense qu'on peut tous dire potentiellement oui, à où est-ce que l'inflation va arriver en 2023. Et là, il y a un vrai débat. Il y a quand même encore beaucoup de craintes à la Réserve fédérale que l'inflation, même si elle diminue, reste potentiellement structurellement élevée en 2023. La Fed regarde certes donc l'inflation actuelle, mais elle regarde aussi les enquêtes des consommateurs, notamment l'inflation de l'indicateur du Michigan, qui montre une inflation attendue à toujours au plus de 5% sur l'année à venir. Et donc la Fed reste un peu inquiète par rapport à une inflation qui deviendrait plus ancrée dans l'économie via les attentes d'inflation, via aussi les salaires, puisque les fameux indicateurs des salaires de la Fed d'Atlanta restent aussi également très élevés. Donc je pense que la Fed n'est pas prête à baisser la garde sur l'inflation. On verra au mois de décembre des prévisions pour le taux terminal qui devrait donc monter. On était à 4,6% au mois de septembre. Ce fameux taux terminal va sûrement aller autour de 5%. La question, c'est si c'est beaucoup au-dessus de 5%. Ou pas, puisque le marché à l'heure actuelle price entre 5 et 5,1% pour le taux terminal l'année prochaine. Donc bref, je pense que la Fed ne va pas crier victoire trop tôt, même si en effet on voit l'inflation qui a fait un point d'inflexion, mais la Fed va continuer de regarder non seulement l'inflation, mais les indicateurs type attente d'inflation des consommateurs et aussi les salaires. Et voilà, il n'y a pas assez de signaux concluants pour dire qu'une pause des hausses de taux est en vue. Est-ce qu'à ce stade, on peut trancher la question de 75 versus 50 points de base pour le meeting de décembre, Thomas, ou est-ce qu'il y a d'autres indicateurs à venir qui permettront peut-être d'avoir une probabilité plus forte d'un côté ou de l'autre? Non, il est très probable que la Fed baisse à 50 points de base. Mais 50 points de base... c'est énorme. Ça reste énorme. Et si on fait 50 points de base à chaque meeting, vous voyez, il y a 2 meetings par trimestre, ça risque de faire beaucoup en 2023. Donc ça, c'est aussi une autre vraie question que les investisseurs devraient aussi se poser. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour votre éclairage macro sur la situation américaine. Au démarrage d'une semaine écourtée, je le rappelle, jeudi Thanksgiving, les marchés américains resteront fermés. Ce sera seulement suivi d'une demi-séance vendredi. Thomas Koester, qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Ainsi se termine Smart Bourse pour l'édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.